Les femmes célébraient à travers le monde en ce 8 mars au Mali. Les festivités de cette 29e édition étaient présidées par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, debout aux côtés des femmes actrices incontournables pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Société civile et affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali se concertent à Doha au Qatar. Elles réfléchissent sur comment mieux coordonner les actions entre les parties en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action de Doha. Les ressources minières en Afrique, on en parle à Toronto, au Canada, au Salon international des prospecteurs et des investisseurs, une opportunité pour chaque pays de présenter ses potentialités en vue d'attirer plus d'investisseurs. Le ministre en charge des mines a bien appris ses leçons en véritable VRT. Au nom du Mali, Lamine Seydou Traoré a séduit plus d'un au salon lors de sa communication sur notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence et bienvenue aux informations dominées ce soir par la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Au Mali, la 29e édition s'est tenue en grande pompe au stade Omnisport Modibo Keïta. Le président de la transition, en tête de l'événement, a montré aux femmes sa détermination à les soutenir. Nous allons retrouver le reportage de Sira Bachili au cours de cette édition. Mais nous allons rester au stade Omnisport Modibo Keïta où se tenait donc la célébration du 8 mars 2023. D'autres discours ont marqué les festivités. Dans son intervention, Madame le ministre de la Promotion de la Femme a parlé des acquis en matière de promotion de la femme au Mali ainsi que des défis du moment. La présidente de la coordination des organisations et ONG féminines CAFO s'est apaisantie sur le rôle des femmes dans la recherche de la paix et de la sécurité. La synthèse de ces deux discours et des autres temps forts de la cérémonie, c'est avec Mamari Kouné. Forte mobilisation lors de cette 29e édition de la Journée internationale de la femme au stade Omnisport de Bamako. Cette célébration est une occasion pour les autorités et les associations de défense des intérêts des femmes de faire le bilan des actions menées dans le cadre de l'épanouissement de la femme. En rapport avec le contexte socio-politique et sécuritaire de notre pays, le thème national de cette année est « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Ce thème met en évidence la nécessité de participation des femmes au processus de paix et de réconciliation. Les femmes et les enfants constituent le plus grand nombre de victimes des conflits. Pour la présidente de la CAFO, la célébration du 8 mars est une occasion particulière pour magnifier la femme malienne, actrice incontournable du développement économique et du changement. La célébration nous propose la route, le courage du dialogue et de la médiation. Ce courage, ce dialogue et cette médiation nous donneront la joie de vivre et de partager. La Journée internationale de la femme est aussi l'occasion de rendre hommage aux femmes pour le rôle qu'elles cessent de jouer dans le développement socio-économique, politique et culturel de notre pays. Des projets ont été initiés en vue de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles à travers les techniques de formation et de la communication. Malgré les résultats, le ministre a noté quelques défis. Il s'agit entre autres du contexte sécuritaire, le faible niveau du budget alloué au département et la problématique de la recrudescence des violences basées sur le genre. Après les discours, place au défilé. Les femmes des départements ministériels, des communes du district de Bamako et des services publics donnent le coup d'envoi. Sur les banderoles, elles véhiculent des messages de paix et de concorde et s'engagent à accompagner les autorités de la transition. Et c'est le défilé du personnel féminin des forces armées et de sécurité qui met fin à la célébration des festivités. Une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui sont tombés en défendant la patrie, ainsi que les femmes qui ont trouvé la mort en donnant la vie.
Je vous le disais tantôt, le président de la transition, en tête de l'événement, a montré aux femmes sa détermination à les soutenir. Mieux, le colonel Assimi Goïta promet que le gouvernement va maintenir la dynamique pour mettre à hauteur de souhait la promotion de la femme. Du discours du président de la transition, l'on retient le rôle important des femmes pour la réalisation des réformes politiques, le référendum et les élections. Une journée, en tous les cas, de grande mobilisation pour rappeler les droits des femmes. Sira Bachili. Le monde célèbre la femme le 8 mars, journée d'hommage, d'action et surtout de reconnaissance des valeurs et des droits du pilier de la famille. Mobilisation à la taille de l'événement au stade Omnisport Modibo Keïta avec en première ligne le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une présence remarquée qui laisse voir un message de soutien et d'engagement d'un chef d'État pour la cause des femmes, égalité et justice. L'instant est solennel et le Mali se met debout pour la marque de respect et d'estime envers la femme. Le président de la transition revoit les troupes et fait le tour du stade pour saluer ces braves dames, toutes corporations confondues. Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, est une occasion de regarder dans le rétroviseur, faire le bilan des acquis et le point des défis à relever. C'est aussi le moment de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la vie associative, politique et économique. Le président de la transition, après avoir écouté les femmes sur les acquis et les doléances, leur a rendu un vibrant hommage avant de rappeler le contexte du 8 mars. La journée symbolise à plus d'un titre le courage et l'engagement des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, source de leur émancipation. Les femmes du Mali, à l'instar de celles qui se sont battues pour la consécration de cette journée, ont toujours été au rendez-vous pour la défense de leurs droits. En cette heureuse circonstance, j'exprime ma reconnaissance aux femmes pour leur combat quotidien et leur dévouement constant dans la marche du Mali vers sa pleine souveraineté. La résilience du peuple malien en général et celle des femmes en particulier face aux épreuves socio-économiques et géopolitiques traduit parfaitement leur volonté pour l'avènement d'un Mali meilleur. Des avancées, le Mali en note avec satisfaction en matière de promotion de la femme avec la politique genre ou encore des projets d'autonomisation, même si la loi numéro 052 peine à être mise en œuvre. Et pour le respect des 3 principes qui guident désormais le Mali, le chef de l'État compte beaucoup sur les femmes. Le Mali est un pays de tradition et de civilisation qui a toujours œuvré pour la prise en compte des aspirations des femmes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour la mise en place d'un cadre juridique respectueux de nos valeurs socio-culturelles en rapport avec les engagements régionaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit. Dans la quête du mieux-être de la femme malienne, j'invite les organisations des femmes ainsi que les autres acteurs sous le leadership de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à inscrire leur action dans le cadre des 3 principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces principes permettra à notre pays de connaître un avenir meilleur. C'est un président bien conscient des difficultés que vivent les femmes au quotidien, autonomisation, alphabétisation et accès à la terre. Le gouvernement s'y attelle, selon le président de la transition, pour mettre à niveau la promotion de la femme au Mali. J'ai conscience des difficultés que vivent les femmes et les filles qui sont, entre autres, les contraintes liées à la crise sécuritaire que connaît notre pays, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'alphabétisation des femmes et des filles, l'accès des femmes à la terre, au crédit et aux moyens de production. La participation des femmes aux instances de prise de décision, les violences physiques et émotionnelles dont elles sont victimes. Face à ces défis, le gouvernement maintiendra la dynamique déjà amorcée dans le but de ramener le bilan de la promotion de la femme à hauteur de souhait.
Conformément aux objectifs de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures de promotion de la femme ainsi que son accès aux fonctions nominatives et électives. Aux femmes du Mali, le colonel Assimi Goïta lance un appel pour les réformes politiques et administratives, l'organisation du référendum et des élections. Je voudrais ici lancer un appel aux femmes du Mali et constituant plus de la moitié de la population, de l'intérieur comme de l'extérieur, à rester mobilisées aux côtés des autorités de la transition pour la refondation du Mali. Car les défis auxquels notre pays fait face sont nombreux et multiformes. Des réformes politiques et administratives à l'organisation du référendum et des élections avec en toile de fond la sécurisation du territoire face à la persistance du terrorisme, la tâche est de toute évidence immense. Qu'à cela ne tienne, nous y parviendrons par la grâce de Dieu et la détermination des Maliens. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de réconciliation et de tolérance, facteurs de vivre ensemble. Et en la matière, les femmes ne manquent pas de ressources pour nous y conduire. Je félicite le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et l'ensemble du gouvernement pour les efforts fournis, les organisations de femmes pour leur engagement, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Le public a eu droit à un défilé civil et militaire des femmes montrant leur savoir-faire et leurs compétences dans tous les domaines. Une 29e édition fêtée avec faste au Mali avec des messages d'espoir pour les femmes et pour le Mali. On ne cessera de rappeler que le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, a été officiellement instituée par les Nations Unies en 1977. Le thème national 2023 est « Femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Les femmes du Haut Conseil des collectivités du Mali ne sont pas restées en marge des festivités. Elles étaient face à leur premier vice-président pour parler de l'équité dans le travail au sein de l'institution. Je vous propose d'écouter Madame Salimatou Keïta, porte-parole des femmes du Haut Conseil des collectivités. Elle se confie au micro de Fademba Keïta. Nous voulons accompagner les hommes pour le développement de ce pays. Donc il faut qu'on prenne nos déshydratants en compte dans ce pays-là. Au Haut Conseil, les déshydratants sont pareils pour l'ensemble des femmes dans les autres institutions. Nous sommes sous-représentés. Sur les 18 membres du bureau, il n'y a que 2 femmes. Donc ce qui veut dire que jusqu'à présent, il faut que les hommes fassent un peu d'effort pour que les femmes puissent émerger. Puisque nous avons les mêmes aspirations, donc pourquoi ne pas faire en sorte que les femmes aient les 30%? Donc nous voulons que sur l'ensemble de la ligne, que les femmes soient représentées, que les femmes soient écoutées et que les femmes soient accompagnées pour l'émergence de ce pays. Sur les traces de Fofana Baté Diko, en ce jour de 8 mars, on la célèbre dans ce 20h comme tant d'autres femmes qui ont choisi d'être là pour les autres. Baté Diko est de cette franche. Originaire de Caille où elle exerce en tant que médecin pédiatre, son combat, soigner et guérir tous les enfants qui passent entre ses mains. Tenez-vous bien, docteur Baté Diko peut consulter par jour plus de 50 enfants de 0 à 15 ans. D'où lui viennent une telle force et une telle détermination, suivant les explications de Kansoutou Konaté depuis ORTM Caille. Les aléas de la vie nous poussent souvent à opter pour des boulots dont nous n'avions auparavant pas souhaité. Ces situations nous transforment en de véritables combattants. C'est donc ce qui est arrivé à Dame Baté Diko. Elle a assisté impuissante à la mort de sa petite sœur qui n'était qu'une enfant des suites d'une maladie appelée rougeole. Dès lors, elle décida de devenir médecin pédiatre pour sauver la vie des enfants. Elle s'est mise à étudier sans répit. Elle obtint alors le bac qui lui permettra d'avoir une bourse. Cette bourse la conduira en Union soviétique, actuelle Russie, plus précisément à l'université de Saint-Pétersbourg, où elle y étudiera durant 7 ans. De retour au pays, avec son diplôme en poche,
Batediko effectuera de multiples stages pour se perfectionner. En 1998, elle décroche son premier boulot dans une clinique à Caille, la cité des Rails. J'ai servi à la clinique Yonksa de 1998 à 2002. Donc, en 2003, j'ai eu le concours d'entrée à la fonction publique. Je suis là depuis janvier 2003. Je suis née avec cette maladie cardiaque. Je ne pouvais pas marcher un bout de temps sans m'essouffler. Quand je m'énerve un peu, je n'arrive plus à respirer. Quand je bois de l'eau glacée ou quand je mange une nourriture salée, j'ai des problèmes. C'est Baté qui a diagnostiqué cette maladie du cœur. Elle nous a beaucoup aidés. Celle-là, elle est la 3e ou la 4e qu'on a envoyée en France avec l'appui de la chaîne de l'espoir. Sinon, il y a des gens quand même qu'on a sauvés, surtout les kangourous, les petits pois de naissance. On a eu beaucoup à faire. Le docteur Baté, je pourrais vous dire que c'est une dame brave et disponible et tout le temps joviale, parce que notre travail là c'est pas facile. On a des gens qui viennent souvent avec des préjugés déjà, et souvent avec l'affluence, si vous n'avez pas le calme, souvent ça chauffe. J'ai beaucoup appris avec elle. Je peux dire, maintenant moi-même je peux diagnostiquer certaines maladies. C'est une femme bien déterminée. Ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. J'avais une orpheline de mère. Sa mère est décédée lors d'accouchement. J'ai pris l'enfant de Ségou jusqu'à ici. Un jour, l'enfant a fait une crise. J'étais affolée. C'était un dimanche. J'ai amené l'enfant chez Baté. Elle faisait la lessive. Baté a pris sa serviette dans l'eau et a emballé mon enfant. Vraiment, je me souviens, je ne peux pas oublier ces jours-là. Elle consulte presque tous les voisins et à 0 francs. Elle me respecte beaucoup. Baté est très gentille. Docteur Batediko a-t-elle un secret? Docteur Baté n'a pas d'autre secret. Quand tu viens, je t'accompagne. J'écoute ce que tu es en train de dire. La patience, la gentillesse, l'accueil, ça compte beaucoup. Mère de 4 enfants, Dr Fofana Batediko invite tous les parents à bien surveiller la nutrition de leurs enfants. Patience, gentillesse et écoute, des mots qui qualifient les femmes à l'honneur ce soir. Un saut dans l'histoire pour vous rappeler réellement l'origine de la journée du 8 mars. C'est avec Barakissa Ouattara. La Journée internationale des femmes ou encore Journée internationale des droits des femmes puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes. Elle réclamait le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La création d'une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialiste par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Malgré l'obtention du droit de vote des femmes en 1944, cette journée reste une coutume et ne cesse de se réorienter vers l'obtention d'autres droits. Les mouvements féministes des années 1970 permettront à la Journée internationale des femmes de devenir une véritable coutume dans le monde entier, si bien qu'en 1977, les Nations Unies reconnaîtront officiellement le 8 mars comme la Journée internationale des femmes. Chaque année, le 8 mars est donc une journée consacrée aux femmes dans le monde entier. Elle permet à toutes les femmes de revendiquer leurs droits et de dresser un bilan sur l'évolution de la condition féminine et de pointer les inégalités qui demeurent.
Partons vers d'autres femmes, celles qui boxent. Dans un autre domaine, on va les surnommer celles qui mènent un combat au quotidien pour leur survie. Elles ne sont pas sous les feux des lumières et pourtant ces femmes participent valablement à l'équilibre de leur famille et elles ont leur mot à dire. Ce sont ces anonymes qu'elles rencontrent à travers nos rues, braves et même très braves. Elles ne s'arrêtent jamais et célèbrent à leur façon le 8 mars. Maïmouna Guindo nous en parle. Le 8 mars de chaque année sont célébrés les droits des femmes. Ce n'est pas un jour ordinaire pour toutes les femmes du monde entier. C'est du moins ce qu'on pense. Loin des cérémonies et des conférences débats, elles célèbrent le 8 mars dans leurs activités quotidiennes. Ici, au marché de fruits de Ngolonina, elles vaquent à leur occupation. Elles sont nombreuses à ignorer la fête de la femme. Pour ces vendeuses de fruits, fêter la journée de la femme est un luxe qu'elles ne peuvent pas s'offrir. C'est du moins leur conception de cette fête. On ne peut pas laisser nos activités à cause de la fête du 8 mars. Nous avons des fruits qui peuvent se décomposer à tout moment. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser un seul jour. Les ventes que nous faisons ici sont importantes que de rester à la maison à ne rien faire. Ma priorité aujourd'hui, c'est la vente de mes fruits. Les fruits que j'ai avec moi sont mûrs, ce qui fait qu'on ne peut pas suspendre le marché pour la fête. Pour ces vendeuses, le 8 mars est uniquement pour les femmes fonctionnaires. C'est seulement elles qui ont le droit de rester à la maison. La situation économique actuelle ne leur permet pas de célébrer cette journée. On trouve notre pain quotidien à travers cette vente. Ça nous permet d'aider un peu nos maris pour les dépenses de la maison. Actuellement, ce n'est pas facile. Nous sommes des commerçantes. Qu'il y ait 8 mars ou pas, ou qu'il pleuve ou qu'il neige, nous on vient ici au marché pour faire nos activités. On vit à travers ça. Et ce n'est pas à cause d'une fête qu'on va rester à la maison. Pour beaucoup de femmes à travers le monde, cette journée est particulière, à l'exception des femmes du marché de Ngolonina. Pour elles, il n'y a rien à célébrer. C'est un jour ordinaire comme les autres à cause de leur activité qui prime sur tout. Rester à la maison ou aller à des cérémonies personnellement ne me dit pas grand-chose. Par contre, ici, les gens viennent acheter nos fruits, donc ça nous permet de gagner de l'argent. Nous sommes des commerçantes et le marché est très concurrentiel. On peut perdre des clients du jour au lendemain. Je ne peux pas me permettre de rater un seul jour de vente pour une fête qui ne me dit rien. Pour Assandolo, sexagénaire du haut de ses 1,30 m, rien ne change de son activité quotidienne. Cette vendeuse de légumes affirme qu'il n'y a pas de problème avec les manifestations folkloriques, mais que ce n'est pas à cause de ça qu'elle dira non à l'argent. Faire la fête est bien, mais chercher de l'argent, c'est encore mieux. Mieux vaut bien obtenir quelque chose que rien. Si on parle de cérémonie, il faut bien qu'on s'habille et ceci nécessite de gagner de l'argent. Si certaines femmes évoquent à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes les obstacles qu'elles ont dû franchir pour parvenir à se faire une place dans cette société qui reste encore selon eux inégalitaire, d'autres par contre n'ont pas le temps de la fêter et mènent un combat quotidien pour ne pas mourir de faim. Maïmouna Guindo, disons qu'elles sont de cœur avec celles qui vont célébrer le 8 mars. Les partis RPM et l'ADEMA-PAJ saluent et rendent hommage à toutes les femmes du Mali et d'Afrique. Ils apprécient la pertinence du thème « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur la célébration du 8 mars ici au Mali. L'actualité, c'est aussi à Doha, au Qatar, où se tient
tient la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le chef du gouvernement est sur place. Entre conférences de plaidoyer et entrevues avec les amis du Mali, le Premier ministre a un agenda bien fourni à Doha, comme d'ailleurs ceux qui l'accompagnent, les représentants de la société civile, et ceux des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali se sont retrouvés aujourd'hui à l'initiative du groupe Plaidoyer Recherche et Renforcement de Capacité des ONG et l'Alliance pour une mine responsable. Au centre des échanges, comment mieux coordonner les actions entre les parties en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action de Doha. Envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Aruna Diar. Les organisations de la société civile du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali sont déterminées à gagner les paris du développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est tout le sens de cette journée d'échange avec les ministres en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale des 3 pays. Une initiative du groupe Plaidoyer, Recherche et Renforcement des capacités des ONG, PRONG. Pour la mise en œuvre de l'agenda de Doha, ça demande une dynamique très renforcée. Et vu les 3 États, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, puisqu'ils traversent la même situation et des problèmes transitionnels, et on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble et renforcer la dynamique autour de la rencontre de Doha entre la société civile et les autorités au fait des différents pays. C'est pourquoi on a décidé de se mettre ensemble. Des échanges, il est ressorti la nécessité de renforcer davantage la collaboration entre les États des 3 pays et la société civile en brisant les murs de méfiance. Il faut que les paradigmes changent. Les paradigmes en termes de coopération entre nos différents gouvernements et la société civile. Parce que la suspicion est là, pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a certaines sociétés civiles et certaines ONG qui se laissent par moments berner ou qui s'érigent en fait en opposition ou en ennemi du gouvernement. Il faut que notre jeunesse soit une jeunesse avisée, une jeunesse qui refuse de verser justement dans la délation et dans la manipulation. Certes, un gouvernement peut prendre des décisions, mais si la société civile ne s'implique pas, nous avons du mal. Et moi, aujourd'hui, je suis rassurée. Parce qu'on a une société civile qui se dit on est à un tournant décisif, nous devons agir ensemble. En tout cas, l'initiative a été vivement saluée par les ministres qui ont appelé la société civile à plus d'engagement et à plus de responsabilités aux côtés des dirigeants. Je salue le travail de nos jeunes gens qui comprennent que la société civile, nous tous, nous sommes dans le même combat pour nos pays. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, mais il faut aussi être vigilant de ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est extrêmement important pour nous d'être conscients parce que ceux qui nous combattent aujourd'hui ont besoin de certains d'entre nous pour dire et accréditer ce qu'ils veulent accréditer. Donc tant que vous ne le dites pas, ça ne sera pas valable. Donc ils ont compris ça. Agir ensemble pour sortir du groupe des pays les moins avancés, tel est le vœu cher exprimé ici par la société civile et les chefs de la diplomatie des 3 pays. Et toujours à Doha, un mot de ce panel où participait notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mobilisation des ressources et renforcement des partenaires mondiaux pour le développement durable. Dans les PMA, cité son thème dans son intervention, le ministre Abdoulaye Diop a parlé de l'expérience malienne en matière de mobilisation des ressources avant de faire des recommandations. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux. Aujourd'hui, l'environnement des ressources est surtout marqué par notre engagement. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, le Burkina ou d'autres pays de la région du Sahel investissent au minimum 25% des ressources nationales pour pouvoir faire face à des dépenses de sécurité, à l'instabilité, à la lutte contre le terrorisme, qui dans notre espace est créé surtout où il y a une responsabilité particulière de certains pays de la communauté internationale suite à l'intervention militaire en Libye. Et je pense que ces investissements qui sont faits pour préserver la paix et la stabilité dans nos pays et préserver la stabilité mondiale, cet effort important doit pouvoir aussi être pris en compte dans l'ensemble des efforts de mobilisation des ressources pour pouvoir en faire un des agrégats pour prêter plus d'attention à ces pays qui font face à une situation qu'elles n'ont pas créée. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est par rapport à la nécessité de mettre plus d'accent
sur les efforts qui sont faits, en tout cas dans des pays comme le Mali, pour la mobilisation des ressources domestiques, notamment à travers la création de richesses et de valeurs ajoutées. Aujourd'hui, nous avons des exemples qui nous permettent aussi de montrer que c'est possible à travers la fiscalisation de nouvelles économies, mais aussi les transferts électroniques de fonds, et la maîtrise aujourd'hui des transactions financières. Nous avons décidé, par exemple, de faire un audit du secteur minier et de sa production. Et aussi, je crois que ceci peut créer des niches pour des ressources nouvelles, combinées à nos efforts pour lutter contre la corruption et puis pour asseoir une bonne gouvernance économique. L'autre point aussi que je voudrais souligner, c'est aussi la nécessité d'intégrer dans nos démarches et nos approches l'inclusion financière de l'apport des migrants. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, l'apport des migrants, c'est près de 11% de notre PIB. C'est aussi dans certaines zones du pays plus important que l'aide publique au développement. Il y a comment travailler pour canaliser les montants considérables qui sont drainés par cette diaspora malienne qui est engagée dans un élan patriotique, veut contribuer au développement du pays. Dans ce cadre, par exemple, nous envisageons la création d'une banque de la diaspora malienne. L'autre point aussi qui me semble être important, c'est aussi à côté de la nécessité de mobiliser davantage de ressources, mais c'est aussi de penser à instaurer plus de justice dans les règles de commerce international, notamment lever des mesures de distorsion au commerce international. Voilà un extrait choisi par nos envoyés spéciaux Siliki Dambélé et Aruna Diarra. Restons hors de nos frontières. Le Mali a l'honneur cette fois-ci en Amérique du Nord, précisément au Canada, à Toronto. Le ministre des Mines et sa délégation prennent part au 91e Salon international des prospecteurs et des investisseurs. Toute une journée consacrée à la présentation des ressources minières en Afrique. Une opportunité pour chaque pays de présenter ses potentialités en vue d'attirer plus d'investisseurs. Le ministre en charge des mines a bien appris ses leçons. En véritable VRP au nom du Mali, Lamine Seydou Traoré a séduit plus d'un au salon lors de sa communication sur notre pays, nous précisent nos envoyés spéciaux Sorana Kamisogo, Taeb Adjawakoui. C'est pour permettre aux investisseurs étrangers d'avoir une meilleure connaissance sur les ressources minières des pays du continent que la journée de l'Afrique est organisée. Une journée qui a été marquée par des communications dont celle du ministre en charge des mines. Lamine Seydou Traoré a présenté les potentialités du Mali dans le secteur. Nous avons aussi exposé tout ce que le secteur minier engrange au Mali. Cette année, c'est 72 tonnes d'or, dont environ 66 pour le secteur formel et 6 pour le secteur artisanal. 25% des recettes budgétaires du Mali, c'est-à-dire 564 milliards de francs CFA au profit du Trésor, près de 694 milliards de francs CFA de recettes, en tout cas de revenus générés au profit des entreprises nationales locales. En termes de réserves, nous avons encore 800 tonnes d'or des réserves et plusieurs ressources minérales non encore exploitées. Dans sa présentation, le ministre Lamine Seydou Traoré n'a pas occulté les défis du secteur minier, défis auxquels le gouvernement est résolument engagé à apporter des réponses idoines et durables. Les défis majeurs, en tout cas pour le Mali, pour ce qui concerne le secteur minier, demeurent le développement des infrastructures, mais surtout la mise en valeur du contenu local et la valorisation des emplois locaux qui permettront de capter davantage la valeur ajoutée créée dans le secteur minier au profit des populations maliennes. L'objectif, c'est d'attirer le maximum d'investisseurs qui sont capables de venir investir dans notre pays. Je pense que le ministre malien des Mines a su effectuer en tout cas des démarches allant dans ce sens. Auparavant, le ministre avait eu des séances de travail avec certaines sociétés minières évoluant au Mali, notamment AM Gold, Butu Gold et la société Barrick Gold. En 1992, ils ont commencé avec Siama. Après, ils ont découvert Loulou, Gunkoto. Et depuis ce temps, ça a été un voyage extraordinaire qui a eu des hauts et des bas.
mais ils ont toujours trouvé la solution avec les Maliens. 2022 a encore été une très belle année pour B2Gold au Mali. Nous avons rencontré un franc succès en termes de production, en termes de contribution à l'économie du Mali. Et 2023 ne sera pas différent. Nous avons un programme d'investissement majeur. La série de présentations sur les potentialités minières en Afrique est suivie d'un dîner organisé par la société Barrick Gold. Question de poursuivre les discussions autour de ce secteur stratégique pour le développement du pays. Retour au Mali, retrouvons la mission de la commission en charge de l'éducation dans les nouvelles régions. Après Bogouni, les membres du CNT à Koutiala. La délégation, en visitant certaines écoles, a remarqué quelques dysfonctionnements. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Salimatandao, Abdul Salam Bamara. Koutiala reçoit pour la première fois la commission en charge de l'éducation du CNT. Un plaisir pour les acteurs de l'école, mais surtout une opportunité pour eux de faire part aux visiteurs de leurs préoccupations. Au programme, visite des écoles, tout niveau compris. La perfection n'est nulle part. Dans cette école, par exemple, la classe de 9e année fondamentale compte 135 élèves. Un pléthore qui pourrait être un facteur de baisse de performance. L'Institut de formation des maîtres, IFM, a bouclé le tour dans les établissements. Ici, la suspension des cours est une situation récurrente. Le problème, c'est surtout les bourses des élèves de l'IFM et de l'IFP. L'IFP, il y a la pension alimentaire. Les enfants n'ont pas de logère. Tant qu'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent même pas se nourrir. Et chaque année, ça vient en retard. Et l'IFM, c'est la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle les évaluations qui doivent se passer au même moment pour tous les IFM, ici, Koutiala n'a jamais fait ça au même moment que les autres. Il n'y a pas d'enseignants et les enseignants qui sont là, ils se font muter sans l'accord de l'administration scolaire. Les membres du Conseil national de transition ont pris note et promettent de faire passer le message au niveau des plus hautes autorités. Nous ne pouvons que remercier les autorités scolaires de Koutiala et leur dire que les doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds et que le président du CNT qui a tenu à ce que l'on fasse cette mission aura un rapport de toute la situation que nous aurons vécue ici à Koutiala. Ici également, les cartons du CRE produits par l'Institut des jeunes aveugles ont été remis à l'Académie pour les écoles. Cela au nom du président du CNT, colonel Malik Tiao. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux vient de remettre 2 guides et des documents de stratégie de communication à la Cour constitutionnelle du Mali. Pourquoi donc? Réponse avec Mamadou Fani. En prélude aux futures échéances électorales, la Cour constitutionnelle du Mali affûte ses armes avec l'appui de son partenaire, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS. Elle vient de réceptionner 2 guides du contentieux électoral et un document de stratégie de communication. Les documents produits et qui sont objets de la présente cérémonie font partie de la série de recommandations formulées à la suite de l'atelier de partage d'expériences. Ces différents documents permettront à la Cour et aux acteurs politiques de mieux gérer les litiges électoraux et surtout d'outiller les membres de la Cour pour la crédibilité et la confiance dans notre système électoral. Élaborés dans le cadre de cette stratégie, les 2 guides fournissent des informations, des instructions claires et précises pour la gestion des litiges électoraux, du dépôt des requêtes jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour. La stratégie de communication permettra, entre autres, de renforcer les capacités institutionnelles des membres de la Cour constitutionnelle en gestion du contentieux électoral et en procédure de communication interne. Le président de la Cour constitutionnelle a salué l'engagement de l'AFS à assister notre pays pour la réussite du processus électoral. Il a sollicité l'accompagnement de celle-ci en vue de la dissémination de ces documents auprès des acteurs politiques et de la société civile.
Et nous avons ces communiqués. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, après avoir participé à la conférence d'entente nationale et aux assises nationales de la refondation, a été membre de la commission de finalisation du projet de la nouvelle constitution. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur salue la clairvoyance et la volonté politique du président de la transition qui a associé l'ensemble des forces vives du pays, incluant les Maliens établis à l'extérieur, aux discussions et à l'élaboration du projet de constitution. La représentation des Maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale qui a été actée est une demande forte depuis 1992. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur affirme son adhésion au projet de constitution qui est une véritable avancée sur la voie de la souveraineté du Mali et appelle l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur et leurs associations à soutenir le projet. Des instructions seront données en temps opportun pour les consultations en vue de son adoption par référendum. Et ce taux de communiqué, nous, personnes vivant avec un handicap du Mali, saluons les plus hautes autorités de la transition pour la prise en compte du handicap dans la finalisation de l'avant-projet de constitution de la République du Mali par les membres de la commission de rédaction. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées soutient cet avant-projet de constitution de la République du Mali et renouvelle son soutien aux autorités de la transition. La Fédération malienne des associations de personnes handicapées exhorte vivement l'ensemble des forces vives à faire front pour assurer une stabilité de la transition du Mali à travers un vote utile pendant la tenue du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Atelier régional du programme Benkadi. L'objectif vise à faire le bilan de mise en œuvre des activités du programme Benkadi en 2022 et échanger sur les perspectives. Durant 4 jours, les 26 participants venus de 3 pays de la sous-région et du Mali vont discuter sur les programmes de développement au niveau national en matière de changement climatique. Inaba, reportage. L'exercice de ce jeudi vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. C'est une initiative de 4 plateformes d'ONG, la société civile du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Et chaque pays quand même englobe une activité allant dans le sens de la protection de l'environnement. Il y a toute une batterie d'activités que le programme Benkadi est en train de développer. Mais ce qui est intéressant dans cette union des 4 pays, c'est que nous avons une forte adhésion de l'intégration entre nos différents pays. La rencontre entre dans le cadre du programme Benkadi, un programme financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA. Ce programme vise à améliorer l'efficacité de politiques publiques pour mieux répondre aux effets du changement climatique et nous sommes fiers de contribuer. C'est la mobilisation. La synergie et la complémentarité d'action pour qu'ensemble, tel que le programme Benkadi le dit si bien, nous puissions travailler dans la même direction pour être plus efficaces face aux effets des changements climatiques. Dans ces pays, le programme Benkadi dure 4 ans, 2021-2025. Il contribue à renforcer la résilience des communautés affectées par l'érosion côtière, la déforestation, la pollution par l'orpaillage et la dégradation des écosystèmes. La Chine offre un lot de médicaments et d'équipements médicaux à l'hôpital du Mali, valeur du don 173 millions de francs CFA. Fanta Mama Nientao nous en dit plus. Le coût total de cette donation s'élève à environ 173 millions de francs CFA. Ce don témoigne non seulement de l'amitié sino-malienne, mais également des efforts conjugués de nos 2 parties pour renforcer sans cesse la coopération médicale et construire ensemble une communauté d'avenir partagé. Ces dons médicaux renforcent
l'efficacité de la mission médicale chinoise. Le ministre de la Santé a donné l'assurance à l'ambassadeur de la République de Chine que la donation en question sera utilisée au bénéfice exclusif des patients. Le don d'aujourd'hui est composé de médicaments à usage public, de matériel et équipements de niveau technologique avancé tels que l'amplificateur de brillance, dont l'usage va nous permettre de rehausser le niveau du plateau technique de l'hôpital et sera d'un grand apport pour la prise en charge des Maliens qui en ont tant besoin. La cérémonie a pris fin par la signature d'une convention de renforcement de la coopération bilatérale Chine-Mali et la remise symbolique des équipements médicaux et des médicaments au ministre en charge de la Santé. Lancement de la première campagne de vaccination contre le Covid-19 au titre de l'année 2023. Retrouvons Barakissa Ouattara et Sidiki Balo. Les mesures de prévention contre le Covid-19 sont foulées aux pieds malgré de nouveaux cas enregistrés chaque jour. Le Mali décide donc de poursuivre la vaccination afin de freiner la propagation. Afin de diminuer la charge de la maladie en prévenant notamment les cas graves et les décès à travers la réduction de la circulation du virus, le Mali propose d'organiser 7 passages de campagne au cours de l'année 2023. Pour cette phase, plus de 7000 agents vaccinateurs, 8100 volontaires et 345 superviseurs seront mobilisés pendant 10 jours. À ce jour, la mise en œuvre du plan national de déploiement de vaccins et de la vaccination a permis de vacciner complètement 3 335 personnes âgées de 12 ans et plus. Au cours de cette année 2023, 4 882 835 personnes âgées de 12 ans et plus seront concernées avec une cible attendue par passage de 695 749 personnes. Le coût opérationnel pour cette première campagne s'élève à plus d'1,3 milliard de francs CFA entièrement financés par la Banque mondiale. Transition toute trouvée pour faire le point Covid de ce 8 mars 2023. 2 cas positifs, 10 guéris, 0 décès. 50 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous donc vacciner. 5e session du conseil d'administration de l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger. Idrissa Keita, correspondance. En termes de bilan présenté aux administrateurs de la 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger Odépadine, 75% des objectifs assignés ont été atteints au titre de l'année 2022. L'Office a recentré ses efforts sur le suivi des travaux de finition, la consolidation et l'équipement du nouveau port de pêche de Mopti et la mise en place d'un système de gestion mieux élaboré au niveau du débarcadère de Kona avec l'appui du PAFA et Nabel. Malgré ces réalisations, des défis restent à relever. La difficulté que nous avons connue est d'ordre financier. En dehors de ça, il y a le côté sécuritaire. Le service d'encadrement a été impacté. Des difficultés certes ont été constatées, mais les perspectives ne manquent pas pour 2023. La mise en œuvre de la convention des subsistes avec le PAFA, le suivi du processus d'installation des bénéficiaires du nouveau port de pêche de Mopti, la réalisation du port de pêche de Kémassina sur financement PAFA, plus la dotation de l'Office en personnel, matériel et divers équipements, la formation du personnel technique de l'Office et des professionnels. Pour atteindre cet objectif, un budget de 515 millions de francs CFA est soumis à l'appréciation des administrateurs de cette 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'Odépadine. Voyons la fin de la 6e édition du Festival international du Wassoulou, FUWA, à Yanfolila, dans la région de Bogoni. Pour couronner l'événement, un concert géant a été animé par la diva en personne. Il s'agit de Oumou Stangare, initiatrice du festival. Nos envoyés spéciaux à Yanfolila, Ibrahim Kaoukounate, Idrissa Traoré, reportage. Après 3 jours d'intenses activités autour du thème « Le Mali dans toute sa diversité », le Festival international du Wassoulou FUWA a retenti en son et lumière. La paix et la stabilité du Mali étaient les mots-clés de cette 6e édition. Vous savez, nous les artistes, notre souhait numéro 1,
dans la vie est la paix. Le FIWA, aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. Je trouve que c'est un cadre d'échange entre les acteurs culturels, mais en même temps, c'est un cadre de promotion des jeunes artistes en herbe, non seulement de la localité, mais ça peut être également un cadre de formation pour les jeunes artistes qui aujourd'hui découvrent des talents internationaux. Le FIWA est un véritable tremplin pour les nouveaux talents, ce qui justifie la présence de Nick Gold, un producteur britannique. C'est fantastique, c'est fantastique. Parce qu'il a beaucoup de Wassoulou maintenant, il a beaucoup de Kamalungoni. Ça, c'est une surprise pour moi. Beaucoup de jeunes groupes qui jouent le Kamalungoni. C'était très bien. Cette initiative culturelle est soutenue par la société civile du Wassoulou et les autorités. Pendant 3 jours, plus de 400 000 festivaliers qui se retrouvent pour passer du temps ensemble. Je pense que ça va dans le sens du développement. Et nous avons décidé de donner ces cadeaux-là aujourd'hui à Oumou Sangaré parce que nous avons constaté depuis des années qu'elle est vraiment engagée pour la cause du développement du secteur de Yamfoula. Nous félicitons Oumou Sangaré pour l'initiative, pour la promotion de la musique malienne, pour la promotion de la jeunesse et pour avoir créé de l'emploi. Le Festival international du Wassoulou, FIWA, a vu la participation des artistes du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Une vraie communion. Beaucoup de plaisir. Littérature à présent. De mon balcon, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage de l'ancien ministre de la Communication Amadoune Touré. C'est une chronique de 127 pages qui nous fait voyager dans l'univers du pouvoir aussi. Il est question dans cette œuvre de Covid-19 et des faits de société. Également disponible dans vos kiosques Beldoumou, Tête brûlée, un livre d'Oukaba. L'auteur relate dans ce roman la difficile vie du personnage Beldelmou, un polygame éploré par ses 2 épouses qui lui rendent la vie infernale. 2 œuvres à lire, à chercher et à lire. Voilà. Dans vos kiosques. Sport, visite du centre technique de football dans la zone aéroportuaire financée par la FIFA. Le centre est une demande de la FEMAFoot auprès de l'instance mondiale du football en vue de contribuer au développement de notre football. Il est ressort de cette première visite des responsables que le chantier avance normalement. Le point avec Aridou Matina. Le gigantesque centre technique, un véritable projet de développement de notre football, porté par la Fédération malienne de football et financé par la FIFA dans le cadre de son projet Forward, avance à hauteur de souhait. La visite des chantiers initiés par les membres de la Fédération malienne de football, qui avaient à leur côté le secrétaire général du ministère en charge des sports, a permis d'apprécier l'évolution des travaux. On a connu quelques difficultés au démarrage, mais Dieu merci, on a rattrapé le retard. Depuis un certain moment, on évolue très bien. On a un taux général de 30% d'exécution. Et la particularité, c'est que ce centre-là va venir comme l'éducateur qui est là pour encadrer cet enfant. Et je suis convaincu qu'au bout de 2 ou 3 ans, plaise à Dieu que nous soyons encore vivants, on va en reparler. Je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble, si nous encadrons les enfants maliens, chacun dans son quartier ou dans son village saura qu'il y a un centre aujourd'hui qui est là pour tous les enfants du Mali. Les infrastructures en construction sont ainsi visitées par la délégation, à savoir des dortoirs sportifs, les vestiaires, l'administration, le logement des cadres, l'amphithéâtre, l'infirmerie, la salle de mise en forme ou salle de gym, l'hôtel 4 étoiles en 5 étages et 3 terrains, 2 gazons naturels et une pelouse synthétique de dernière génération. Un véritable JAO qui va contribuer au développement de notre football, d'où l'implication des autorités sportives pour l'obtention de la parcelle de 20 hectares dans la zone aéroportière. Nous avons constaté un niveau d'exécution des travaux assez satisfaisant. Vous avez constaté que nous procédons à des stages à l'extérieur du pays sur le budget d'État et la réalisation de ce projet nous permettra d'économiser tous ces sous. Le centre, une fois terminé, sera une référence dans la sous-région selon les responsables.
Il n'y aura pas de 23h ce soir. À demain, 13h, Abibatou Kognan Diakité. Mais avant, Kokekone continue de célébrer la femme dans votre émission matinale Aoubidi à partir de 8h sur ORTM1. Il aura comme invité Madame Sangaré Aïssata Kone. Ils vont discuter de entrepreneuriat et autonomisation. Moi, je serai là à 20h, même heure, même plateau. Et un grand merci donc à nos téléspectateurs de Touba, d'Ouolonvla et de Banamba. Bonsoir à tous.